Aujourd'hui, nous accueillons Matteo Satta, expert de projets européens, pour parler de son expérience avec le numérique. Matteo, franco-italien depuis la naissance, est tout à fait un des fruits de l'intégration européenne. Voici le podcast 2021 de marcobena.eu. Bonjour Matteo, bienvenue. Quand avez-vous commencé à utiliser les technologies numériques dans votre activité? Je crois faire partie de la première génération qui a affronté le numérique. J'ai encore le souvenir de mon Commodore 64 qui m'avait été offert au collège, je crois. Mais c'est plus tard que je me suis vraiment lancé dans le numérique. Quand j'étais en high school aux États-Unis, c'était le 1996. Et là-bas, j'avais pu suivre les résultats des matchs de foot juste après la fin des matchs. Donc, à ma grande joie, j'avais la possibilité d'avoir ces résultats en temps réel, à ceux qu'à l'époque était le temps réel. Donc, ceci a été mon premier impact décisif avec Internet. Je l'ai pu ensuite utiliser ces connaissances à l'université pour tous les travaux pratiques, mon mémoire. Et je peux dire que professionnellement, à la fin, j'ai jamais vraiment vécu le monde du travail pré-numérique. Aujourd'hui, pourriez-vous vous passer du numérique pour votre activité? Non, je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer de technologie numérique. En effet, je considère finalement que mon travail est de rendre plus accessibles ces technologies et donc de faire en sorte que l'usage soit plus simple. Au cours des dernières années, ici, le travail m'a poussé à m'intéresser au monde des données, donc l'open data, un monde qui reste dans la plupart des cas encore méconnu par la majorité des gens, aussi dans le monde du travail. Donc c'est là que j'ai vraiment réalisé que non seulement je ne peux pas me passer de la technologie, mais que je dois aussi aider les autres à s'y faire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de s'en passer pour personne. Mais nous devons absolument nous emparer de la technologie pour la gérer. Et donc, il faut la dominer et ne pas nous laisser gérer et dominer par elle. Quelle importance a eu la formation spécifique dans le développement de vos compétences numériques? Non, je n'ai pas de formation spécifique dans ce domaine. C'est en travaillant qu'au fur et à mesure, je me suis approprié de tous les instruments nécessaires. Évidemment, j'ai pu profiter de l'expérience de personnes qui m'ont beaucoup aidé. Mais je peux dire que je me suis trouvé souvent dans la situation de former les autres plutôt que d'être formé. Est-ce que vous pensez que le niveau de l'éducation digitale est suffisant dans l'environnement professionnel et en général aussi? Oui, le besoin d'éducation dans le numérique est très élevé. J'évoquais les données dans les questions précédentes et celui-ci est vraiment un vrai exemple. Il y a un projet qui s'appelle Data Literacy Project, selon lequel 76% des décideurs dans tout secteur a souvent du mal à lire ou à travailler ou à analyser les données. Vous pouvez imaginer le reste de la population. Donc quand vous parlez à quelqu'un de l'open data, c'est un autre exemple, les personnes sont souvent très mal à l'aise, au point que leurs réactions sont presque amusantes. La Covid-19 et sa crise ont montré ce problème, et peut-être ils ont rendu vraiment évident à tous, soit au niveau professionnel qu'au niveau plus général. Et d'ailleurs, sur ce sujet, on avait écrit un article ensemble
pour montrer qu'il y avait un vide dans l'analyse surtout des données. L'Europe, dans ce contexte, joue un rôle central. Dans le sens souvent, on l'aperçoit comme très très lente. C'est en partie vrai. Mais la plupart du monde ignore les efforts qui sont faits à ce niveau-là et quel impact a sur notre quotidien. En effet, à présent, quand on travaille avec Bruxelles, c'est souvent du zéro papier. Et les audits, quand il y en a, sont vraiment une mesure de contrôle. Hein. Ça arrive de temps en temps. Dès qu'un ministère ou une région sont impliqués, tout devient beaucoup plus bureaucratique. Donc c'est un simple exemple de comment les instances les plus proches de nous doivent peu à peu s'y faire et doivent guider la population vers plus de digitalisation. Ici les Moulineaux, où j'ai eu la chance de travailler, un exemple vraiment très positif, soit dans l'usage du numérique que dans le côté pédagogique pour ceux qui ont plus de difficultés. Et d'ailleurs, la participation au projet européen n'est pas un hasard. C'est malgré tout, il reste un exemple un peu trop isolé. Quelle technologie, à votre avis, aura un impact majeur dans notre quotidien d'ici à 5 ans? Nous sommes dans une période qui me semble aller vers des formes de boulimie technologique. J'aime bien appeler ça comme ça. On passe notre temps à imaginer de nouvelles technologies. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche. Je pense que nous avons besoin d'un changement de paradigme. Donc l'usage doit vraiment dépasser cette vision techno. À ces jours, nous avons énormément de technologies qui ne sont pas encore que déployées ou utilisées à moitié. Imaginez l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, la blockchain. Sans parler de l'innovation non digitale, quand on commence à parler de drones qui devraient devenir des hélicoptères autonomes qui accompagnent les enfants à l'école. Cette boulimie fait un peu peur aux gens et il faudrait peut-être l'éviter. En plus, une voiture autonome ou électrique n'est pas une solution, au moins d'un point de vue social et sociétal. Nos villes risquent de devenir de plus en plus peuplées, au moins c'est ce qui nous disent les chiffres, ce qui demandera de les désengorger et les changer le plus possible. Et en plus, il y a le thème environnemental, la théorie de la ville des 15 minutes, assez fameuse ici à Paris, est un exemple. Je pense que ce qui prendra de plus en plus d'importance, c'est la donnée, mais par conséquence, l'intelligence artificielle. Tous les outils numériques, surtout les smartphones, fabriquent une quantité énorme de données qui sont une ressource et en même temps un problème. Donc en effet, il faudra apprendre à utiliser ces données, mais sans entrer dans la vie privée des gens. En Europe, les discussions dans ce domaine sont à l'ordre du jour, mais il y a encore beaucoup à faire. Matteo, vous voyez où professionnellement dans 10 ans? Oui, ce n'est pas simple de répondre à ce genre de questions, surtout actuellement, donc, alors que je viens juste de me lancer dans une nouvelle aventure, tant que je deviens un consultant indépendant dans la Smart City et les affaires européennes. Mon ambition est d'aider à faire avancer le projet européen et de donner ma contribution à la coopération entre Italie et France dans l'ensemble. Naturellement, en restant dans les domaines de ma compétence, donc la Smart City et plus particulièrement les données et la mobilité. Vous avez mentionné votre nouvelle aventure, mais c'est quoi un projet européen? Alors, il faut distinguer le projet européen, donc qui est la construction de l'Union européenne, c'était ces dernières dizaines d'années qui nous ont amenés ici, d'un projet européen. Un projet européen et un projet collaboratif, cofinancé directement, donc via la Commission européenne par exemple, ou indirectement via une région, un ministère, sur des fonds européens. Ces projets peuvent être variés, mais moi je m'occupe principalement de projets de recherche. Donc c'est un programme qui s'appelle Horizon, qui était Horizon 2020, va devenir Horizon Europe,
ou de coopération transnationale. Donc c'est le programme Interreg, c'est de la coopération transfrontalière. L'importance de ces projets n'est pas obligatoirement le résultat en termes de produits, mais la vraie valeur ajoutée et la co-construction de projets avec plusieurs entités de pays différents. Par exemple, j'ai récemment bouclé 2 projets pour ici, l'un sur les données qui s'appelle Polyvisu et l'autre sur l'internet de la lumière qui s'appelle IERL, qui ont mis ensemble pendant 3 ans respectivement 15 et 20 partenaires de tout le continent. Dans un cas, il y avait même des partenaires d'Israël et de Chine, puisque ce projet peut représenter une coopération dans la coopération. Ces interactions ont une vraie importance dans la construction d'une Union européenne et en même temps, ils donnent de la valeur aux partenaires des projets grâce à l'échange qui apprennent les uns des autres. Et quel rôle aurait une ville dans ces projets? C'est une bonne question. Ces projets sont nés plutôt pour les universités ou les centres de recherche, mais aujourd'hui la Commission européenne veut y inclure de plus en plus soit le secteur privé, soit les autorités locales, pour faire si que l'investissement dans la recherche augmente. Avec le besoin croissant d'une digitalisation des services, donc la course à la Smart City, les villes peuvent trouver un intérêt dans ces projets puisqu'ils permettent d'avoir du financement pour tester des solutions et toucher à des compétences qu'elles n'ont pas. En même temps, les chercheurs peuvent expérimenter sur le terrain pour tester leur innovation. Donc c'est un gagnant-gagnant. Il faut aussi tenir compte que les villes et la recherche ont des temps qui sont très différents. Et ces projets ont des règles très rigides en termes de reporting, ce qui peut les rendre un peu chronophages pour les villes. De toute façon, depuis des années, plusieurs villes y participent régulièrement. C'est valable pour des grandes villes comme Milan, Florence, Paris, Lyon, Amsterdam, Barcelone, Manchester, Porto, Athènes. Mais, et c'est le côté peut-être plus intéressant, il y a des villes moins connues, comme ici les Moulineaux, dans lesquelles je travaillais, Gand et Prato. Personnellement, je vois vraiment plus de valeur dans la participation de ces dernières, puisque leur taille est un avantage important pour faire des tests sur le terrain. En même temps, elles ont souvent du mal, puisque la recherche s'oriente vers les grandes villes, et ces dernières ont plus de ressources pour intercepter et gérer les projets. C'est ici que je voudrais aider. Grand merci à Matteo Satta pour avoir partagé son expérience avec nous. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast de marcobena.eu. Au revoir.